Avant de salutations à vous tous qui nous suivez à travers de différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Je vois particulièrement nos amis de www.nouslescombattants.com, nos amis de congoyalobi.net ainsi que nos amis de Lokoleya Congo TV et l'œil de l'église du pasteur Salomo. Je vais pouvoir recevoir un grand homme politique, le professeur. Elle n'est même plus une personne à vous présenter. Il s'agit du professeur Mango, du professeur Mbata. Lui donne cours à l'université de l'UNISA, la grande université ici en Afrique du Sud. Il donne cours du droit constitutionnel. Il donne cours en France et il donne cours à l'université de Kinshasa. Alors, avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques de l'heure. Tout ce qui se passe chez nous au Congo, je crois qu'il est le mieux placé à pouvoir nous éclairer, à pouvoir nous donner des amples détails à la lumière de ce qu'il a appris à l'école, parce que lui c'est un constitutionnaliste, le premier à pouvoir déverrouiller le livre de Bochab. Quand Bochab visait, voyait déjà le troisième mandat de M. Kabila, mais lui, il a eu quand même à nous donner un peu de l'éclaircissement là-dessus. Pas trop de commentaires. Je reçois mon invité. Bonjour, professeur. Bonjour sans rival. Il faut peut-être corriger, vous ne recevez pas un grand homme politique. Vous recevez un scientifique, vous recevez un intellectuel. Mais alors un intellectuel absolument engagé à la cause de son peuple. Donc vous ne recevez pas un politicien. Vous recevez plutôt un intellectuel tel qu'il doit être. C'est-à-dire quelqu'un qui est absolument engagé à la cause de son peuple. Oui, merci professeur. Depuis vraiment un bout de temps, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. À l'époque, je crois que vous étiez régulier dans des réseaux sociaux. Mais depuis que ça brille au pays, tout le monde m'appelle pour avoir vos avis. On ne voit plus les professeurs. Où vous étiez? Vous étiez caché où? Non, je ne suis pas caché. Alors c'est vous qui ne voulez pas me voir. Parce que depuis quelque temps, je reste engagé. Je ne me suis jamais retiré. Et cette année, j'ai quand même contribué à beaucoup d'activités même au pays. Vous savez que j'étais à Kinshasa au mois de février 2017 pour la conférence sur les 11 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo, notre pays. J'étais là, tout le monde m'a vu, sauf alors vous. Et nous avions une grande conférence qui était dédiée à l'icône de la démocratie congolaise. C'était le président Étienne Tshisekedi qui nous avait quittés au début du mois. J'étais donc à Kinshasa non seulement pour la conférence sur les 11 ans de la Constitution, j'y étais également au mois d'avril. Au mois d'avril, c'était pour lancer la revue, le dernier numéro de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, dont je suis le rédacteur en chef. Donc, je ne suis pas passé inaperçu. Je reste engagé et il n'y a que vous et vos téléspectateurs qui n'avaient pas peut-être voulu me voir. Ah oui, professeur, nous allons pas par pas. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses au pays. Parlons d'abord du 19 décembre 2016. Vous savez, avec cette histoire de carton jaune et carton rouge, le mandat de chef de l'État devait se terminer le 19 décembre. Et il y a eu intervention de la CENCO. On a signé l'accord particulier. Est-ce que cet accord est vraiment dans la logique du droit constitutionnel par rapport à la fin du mandat de M. Kabila, parce que tout le monde s'attendait à le voir partir le 19 décembre? Oui, absolument, il y a eu beaucoup de choses. Vous parlez non pas de l'accord particulier, mais plutôt de ce qu'on appelle accord global et inclusif du centre interdécision de Kinshasa sous la médiation ou les bons offices de la CENCO. Et le 19 décembre, comme tout le monde le sait, c'était la fin du mandat de M. Kabila. Parce que la Constitution ne lui permet pas plus de 2 mandats. 2 mandats, donc son mandat s'est terminé le 19 décembre. Et à plusieurs reprises, je suis intervenu, je crois, à votre micro et dans plusieurs autres médias pour dire que le mandat de M. Kabila s'est terminé le 19 décembre. Mais il s'est maintenu. Il s'est maintenu parce que les politiciens congolais ont estimé que pour les besoins de la paix, les élections n'ayant pas été organisées, et là c'était encore sa faute. C'était la faute du gouvernement de M. Kabila qui devait donner les moyens pour que la CENI organise les élections. La CENI ne l'a pas fait.
Et il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas reçu les moyens, mais il ne l'a pas fait aussi également parce que j'ai eu à le démontrer à plusieurs reprises. La CENI et la Cour constitutionnelle ainsi que le gouvernement constituent les trois angles. C'est le triangle, c'est ce que moi j'appelais le triangle du glissement. La CENI dirigée par des gens nommés par Kabila, la Cour constitutionnelle également, ainsi que le gouvernement se sont entendus dans ce triangle-là du glissement pour préparer le glissement. Et donc, grâce à ce triangle de glissement, M. Kabila s'est maintenu. On s'est dit, les Congolais se sont dit, il fallait quand même aller au dialogue. Et pour moi, ce dialogue, sur le plan de principe, il viole la Constitution. Il violait la Constitution. Parce que le dialogue, les participants au dialogue n'avaient pas mission de donner une rallonge supplémentaire au mandat de M. Kabila. Mais malgré cela, nous nous sommes dit, et nous avons quand même accepté le dialogue, dans la mesure où il nous permettait de rentrer dans le bon chemin. Et comme je l'ai toujours dit, le 19 décembre, avec M. Kabila qui se maintient au pouvoir en violation de la Constitution, le train de la Constitution avait déraillé. Le train avait totalement déraillé. Mais l'intérêt du dialogue, c'est lequel? C'est que ce dialogue, en préconisant les élections, en disant clairement que M. Kabila ne pouvait pas changer la Constitution, en disant clairement que M. Kabila n'avait pas droit à un troisième mandat, c'est dans l'accord. Eh bien, l'accord de la Saint-Sylvestre, comme on l'appelle, présentait cet avantage de pouvoir nous remettre, de remettre le train sur le rail, le train qui avait déjà, le train qui était déjà en dehors des rails, qui avait déjà déraillé, et donc à partir du 19 décembre 2016. Ah oui, je crois bien qu'on ne va pas quitter ces chapitres sans dire un mot à celui qui était l'initiateur de ce dialogue, qui est la personne de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi n'est plus. Qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba? Bon, on l'a dit, je vous ai dit tout à l'heure que la conférence organisée par mon institut, en réalité, c'est l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. C'est l'IDGPA. C'est mon institut qui également publie cette revue internationale, qui est l'unique revue internationale qui est publiée au Congo. Donc, c'est le même institut qui avait organisé le colloque sur le 11e anniversaire de la Constitution de notre pays. Et je vous l'ai dit, cette conférence avait été placée, et c'était pour honorer Etienne Tshisekedi, c'était un hommage à Etienne Tshisekedi. C'est pour vous dire toute l'importance du rôle que le président Tshisekedi a joué dans l'histoire de notre pays. Tshisekedi aura été l'un de ces politiciens qui se sont véritablement battus. Je dois dire même qu'il était le premier, c'est pourquoi on l'appelle, on dit le père de la démocratie. Parce que des personnes ne s'est battu avec une telle constance contre le régime de Mobutu, contre le régime de Kabila, père et fils. Personne ne s'est battu avec autant de détermination pour qu'il y ait l'état de droit dans notre pays. Personne ne l'a fait comme Etienne Tshisekedi. Et ça, c'est en dépit de tous les dangers. Tshisekedi a su résister à toutes les formes de corruption dans notre pays. Tshisekedi est resté constant du début jusqu'à la fin. Tshisekedi, il faut toujours le préciser, c'était le premier docteur en droit dans notre pays. Tshisekedi donc a laissé un modèle que tous ceux qui se disent juristes devaient suivre. Nous tous qui sommes venus après, Tshisekedi vraiment a tracé le chemin et nous nous sommes dit, Tshisekedi est mort au début du mois de février et le mois de février également, le 18 février c'est l'anniversaire de la Constitution et au niveau de l'IDGPA nous avons dit que c'est le mois de la Constitution. Voilà donc pourquoi la conférence sur le 11e anniversaire qui avait été présentée à Kinshasa au collège Boboto, cette conférence avait été placée en sa mémoire pour dire toute l'importance et pour reconnaître tout le rôle que ce monsieur, le président Etienne Tshisekedi, a joué dans l'avènement d'un état de droit démocratique dans notre pays. Tshisekedi n'est plus lui qui était le leader de l'opposition. Comment voyez-vous l'avenir de l'opposition congolaise sans Tshisekedi? Bon, évidemment, Tshisekedi, la mort de Tshisekedi, c'est une grande perte. Non seulement pour l'opposition,
mais pour la nation tout entière. Parce que sa lutte finalement, la lutte d'Étienne Tshisekedi pour un état de droit démocratique, c'était vraiment devenu la lutte de tout un peuple. La lutte du peuple congolais tout entier. Évidemment, Tshisekedi peut être décédé, les opposants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je crois qu'il doit y avoir plusieurs millions de Tshisekedi au Congo. Et vous-même, le travail que vous faites pour essayer de promouvoir l'état de droit, pour rester constant, pour défendre l'idéologie du changement, mais vous êtes en quelque sorte aussi un héritier de Tshisekedi. Nous sommes tous dans cette manière-là des héritiers de Tshisekedi engagés et dans l'avènement d'un état de droit démocratique dans notre pays. Évidemment, au niveau de la classe politique, c'est tout le monde. Il y a des gens qui étaient avec lui, des gens qui ont finalement accepté d'aller se laisser corrompre et d'autres. Mais je crois que c'est un petit détail. Dans l'essentiel, le peuple congolais, dans son écrasante majorité, avait endossé le combat d'Étienne Tshisekedi. C'est qu'aujourd'hui, même mort, il y a des millions de Tshisekedi dans le pays qui vont continuer la lutte pour le changement démocratique en République démocratique du Congo. Un pareil baobab dans notre pays. Nous avons perdu vraiment un géant, mais hélas, des choses qui se passent au pays nous font un peu mal. L'enterrement du président Tshisekedi, comment vous trouvez le parti politique de Tshisekedi et la famille se sont entendus? Est-ce que Tshisekedi soit enterré dans l'enceinte de la permanence de l'UDPS, mais le gouvernement est contre? Est-ce que c'est vraiment loyal? Est-ce que c'est dans la constitution du Congo qu'on enterre un homme en dehors du cimetière? Bon, il faut dire ceci, que les Tshisekedi a droit à des obsèques dignes de son nom au niveau national. Et en réalité, Tshisekedi, à sa manière, c'est un héros national dans notre pays, compte tenu de la lutte et du rôle qu'il a joué. Mais ici, je dois déplorer que c'est surtout, on a trop politisé. Il fallait rendre à Tshisekedi les hommages dignes de son nom. Tshisekedi, on avait demandé, son parti, l'UDPS, avait proposé un certain nombre de sites où on pouvait l'enterrer. Mais le gouvernement n'a pas voulu. Le gouvernement avançait toutes sortes de raisons. Et je me demande personnellement comment on pouvait s'acharner tant contre est mort. Parce que vous savez, tout le monde va mourir. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont mourir. Nous allons tous mourir. Mais c'est vraiment inhumain, c'est immoral, cet acharnement de la majorité présidentielle au sujet du corps de Tshisekedi. Parce que quelles que soient les propositions qui étaient faites par l'UDPS, il appartenait au gouvernement de trouver un endroit digne de ce nom. Parlons maintenant du lieu d'enterrement. L'UDPS a proposé qu'on l'enterre finalement au siège. Mais moi, je ne vois aucun problème. On nous a dit qu'il y a une loi coloniale qui dit qu'on ne peut pas enterrer. Mais il faut dire ceci, sur le plan du droit, que le gouverneur de Kinshasa, la même loi permet au gouverneur de Kinshasa d'autoriser l'enterrement. Et ce n'est pas la première fois. On a donné plusieurs cas. Il y a plusieurs personnes qui sont enterrées dans leur parcelle à Kinshasa même. Donc c'est un faux problème. Parce que le gouverneur aurait pu le faire. Mais malheureusement, le gouverneur Kimbuta est prisonnier de sa majorité. Vous voyez, même avant qu'il ne réponde à la lettre de l'UDPS, c'est la majorité qui s'est réunie. Eh bien, Kimbuta, le pauvre Kimbuta, il est membre de la majorité. Il doit suivre le mot d'ordre. C'est tout à fait malheureux. Je crois que le gouverneur de Kinshasa serait entré dans l'histoire s'il avait finalement autorisé qu'on enterre le président Tshisekedi même au siège de l'UDPS. Parce que justement, la loi qu'on invoque du temps colonial lui donne ce pouvoir-là de le faire. Il y a plusieurs personnes enterrées dans leur parcelle. Et tenez même l'endroit, on parle de 50 mètres, même l'endroit qu'on a proposé au cimetière de la Gombe, il n'est pas à 50 mètres des habitations. Donc c'est un faux problème. Le gouverneur Kimbuta devait s'assurer, quand on est un homme d'État, on n'est pas un homme d'un parti politique. On n'est pas esclave d'une majorité. Et je crois que le gouverneur de Kinshasa a raté une chance d'entrer dans l'histoire. Il a raté une chance d'exercer ses fonctions comme fonctionnaire de l'État. Et il aurait tout simplement autorisé qu'on enterre Étienne Tshisekedi et à la résidence de l'UDPS. Il n'y a aucun problème.
Ah oui, je crois que Kabila a fait le tour. Ça, c'est là. On est en train de vivre dans notre pays la plus grande dictature jamais connue au monde. C'est lui qui dicte tout. Il dicte au gouverneur, il dicte à ce ministre, il fait tout. Donc, le gouvernement n'a pas vraiment de mains libres à exercer leurs fonctions. Je crois qu'on ne les verra pas l'encre toujours dans ce chapitre. Professeur, le militants de l'UDPS ont été séquestrés dans la permanence, y compris le secrétaire général lui-même en personne et Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez cela dans le cadre toujours de la Constitution? Mais je dois dire que c'était un crime, c'était une infraction. Et si je veux utiliser des termes beaucoup plus de la science politique ou des sciences sociales, c'était de la barbarie. C'était de la barbarie que de séquestrer et Jean-Marc Abound, tout le leadership de l'UDPS et au niveau du siège. Parce que la police, mais c'est aussi une autre trahison de la police et de ceux qui commandent la police. La police nationale, elle est au service de la nation. Mais voilà, et même les services de sécurité sont au service, ils ne sont pas au service d'un parti politique, ils ne sont pas au service d'une majorité, ils sont au service du peuple. Eh bien là encore, la police nationale comme les services de sécurité ont raté une chance de se comporter comme des instruments de la nation. Parce que la police doit sécuriser. J'ai appris qu'on est même allé placer un cadenas au siège de l'UDPS. Mais est-ce que c'est le procureur qui l'avait fait? Il n'avait aucun ordre de mission. Il n'y avait aucune enquête. Il semble qu'il y avait un camion de la police qui avait été brûlé. Mais il fallait poursuivre ceux qui avaient commis l'infraction. Et là encore, c'est douteux. J'ai déjà été à Kinshasa, il n'y a pas plus de 2 semaines. Mais la police est placée en permanence devant le siège de l'UDPS. Il est inadmissible que des gens viennent incendier le siège de l'UDPS pendant que la police était elle-même là. C'est pourquoi je suis de l'avis de ceux qui pensent que c'était un montage. Parce que la police était en permanence. Comment est-ce que la police peut être là 24 heures sur 24 et que les gens viennent incendier le camion de la police et que ces gens-là disparaissent dans la nature sans qu'on les ait vus? C'est de la mascarade. Et ce que la police a fait, ce n'est pas permis par la loi. Vous n'allez pas... Ils sont même entrés dans le siège de l'UDPS. Mais ils n'avaient pas un mandat de perquisition. En vertu de quoi? C'était la violation de la propriété privée. Et c'est la violation du domicile de l'UDPS. Donc ce sont des infractions sur infractions et je crois que l'UDPS est en droit d'intenter une action en justice contre la police nationale, la police qui a failli à sa mission. Et justement, il faut vraiment qu'il y ait un changement dans le pays pour qu'on fasse comprendre à la police et aux services de sécurité qui ne sont pas au service d'un homme, ils ne sont pas au service d'un parti politique, ils ne sont pas au service d'une coalition de partis politiques, mais la Constitution est claire, la police et les services de sécurité sont au service du peuple congolais. Ils sont au service du peuple congolais. Professeur Mangou, comment vous trouvez l'arrangement particulier que Kabila a fait signer le 28 avril? Est-il conforme vraiment à l'accord de la Saint-Sylvestre? Mais l'arrangement particulier qui a été signé au Palais du Peuple le 28 avril 2017, sous la présidence de M. Minakou et de M. Congo, on disait qu'ils étaient co-représentants du président de la République. Mais cet arrangement, il viole l'accord. Il viole l'accord global et inclusif du centre interdiocésain. Et sur plusieurs aspects. Sur plusieurs aspects. Vous voyez, la nomination du Premier ministre. Cet arrangement viole. Même la présidence du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qu'on appelle en abrégé le CNSA. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre est clair. La présidence du CNSA revient au président du rassemblement, du Conseil des sages de rassemblement. Et ça, vous ne trouvez pas ça dans l'arrangement particulier qui a été signé le 28 avril. Donc, l'arrangement particulier, c'est tout à fait notre accord. Il n'a rien à voir avec l'accord, il viole. Parce
qu'en réalité, si vous lisez l'accord, on dit que l'arrangement est partie intégrante. Donc l'arrangement avait pour lui, il devait d'abord se conformer à l'accord parce qu'il doit permettre la mise en œuvre, l'exécution de ce qui est convenu de l'accord. Mais celui-là, l'arrangement particulier du 28 avril, il viole l'accord. Il est en violation de l'accord, c'est tout à fait un autre accord et j'ai compris que la majorité présidentielle qui ne voulait pas de l'accord de la Saint-Sylvestre est allée fabriquer son propre accord qu'on a appelé arrangement particulier le 28 avril. Je me pose la question, professeur, si parmi vos collègues, il y a des gens qui ont vraiment la même compréhension des choses que vous, parce que la science est la même, hein, de la manière que vous l'avez apprise à l'école. Bruno Tshibala, qui est le nouveau Premier ministre, c'est un juriste comme vous. Bouchab, c'est aussi un juriste comme vous. Tous ces gens comprennent les choses de la même façon que vous, ou ils les font par manque d'amour du pays. Bon, moi je pense clairement que ce n'est pas la faute de Bruno Tshibala. Ici, la première responsabilité revient au président de la République. Vous voyez, on vous a dit, ils ont mis plusieurs mois. En réalité, tous ceux qui négocient au nom de la majorité présidentielle, ils n'avaient aucun pouvoir. Le véritable pouvoir, vous l'avez dit au départ, il appartient au président Kabila. Lorsqu'il dit que maintenant, on ne met plus, c'est lui. Donc tout le blocage au niveau de la Cinco, ce n'était pas c'était des marionnettes. C'était des marionnettes, les gens qui négociaient au nom de la majorité. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ou le pouvoir qu'ils avaient, c'est de venir gesticuler au niveau du centre diocésain. Mais ils avaient des instructions claires de M. Kabila. Et vous voyez par exemple que l'accord même du l'arrangement particulier, il a pris combien de temps pour qu'on le signe? L'arrangement particulier de la majorité présidentielle. C'est en l'espace d'une journée. Alors qu'ils avaient attendu 3 mois. Ils n'arrivaient pas à le faire. Maintenant, ils vont le faire dans moins d'une journée d'ailleurs. Parce qu'à ce niveau, la majorité présidentielle avait déjà réussi à corrompre certains opposants. La majorité présidentielle avait déjà réussi à acheter les consciences comme d'habitude en utilisant l'argent de l'État. Et à ce moment-là, je crois que la faute, la grande responsabilité, c'est au niveau du leadership. Et je vous ai toujours dit, comme d'ailleurs, selon un proverbe chinois, le poisson pourrit d'abord par la tête. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le poisson pourrit d'abord par la tête. Le poisson, ce n'est pas comme les chiens. Ce n'est pas comme nous les autres humains. On commence à pourrir par le ventre. Le poisson, lui, pourrit d'abord par la tête. Vous voulez arranger le problème du Congo? Arrangez la tête. Vous voulez régler la crise au Congo? Regardez la tête. Parce que la tête joue un très grand rôle. C'est un problème de leadership. Malheureusement, un leadership qui n'existe pas dans le contexte actuel de la RDC. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Alors on ne voit que la tête, comment on peut aller jusqu'à réduire le nombre des juges de la Cour constitutionnelle. Vous, en tant que constitutionnaliste, comment vous trouvez cela? Bon, heureusement, ce n'est pas encore passé. Et au niveau justement de... J'ai appris, comme vous, que il y a un projet de loi pour essayer de réduire le nombre des membres de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'au mois d'octobre, il y avait certains juges consciencieux, et je suis heureux qu'ils soient venus, des juges qui sont aussi professeurs de la faculté de l'université de Kinshasa, au moins pour une fois. Pour une fois, des collègues, ils ont dit non, trop c'est trop, nous n'allons pas siéger dans cette affaire. Et pour les corriger, la majorité présidentielle veut maintenant réduire le nombre de juges constitutionnels, ou même réduire le quorum des décisions au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais je dis, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer parce que ce sera inconstitutionnel. Ça ne va pas passer. Et de la même façon que je vous disais, il y a quelques années, je vous disais, on ne va... Quand je réagissais au livre du professeur, mon collègue, le professeur Bouchab, je vous disais ignorable. Je vous disais ça au mois de juin 2013. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle sur l'article 20. Vous pouvez tout faire, il n'y aura pas de référendum et je maintiens. Parce que les gens croyaient, où est-ce que vous tenez? Mais la force, nous la tenons. De la croyance que nous avons, et la foi que nous avons dans la lutte qui s'est faite pour le changement.
ces messieurs de la majorité présidentielle, ils doivent cesser de blaguer. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle sur l'article 120. Il n'y aura pas de référendum. Il n'y en aura pas, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de référendum constitutionnel pour permettre un troisième mandat. Il n'y aura pas de troisième mandat non plus. Et au moment, je peux vous assurer, nous sommes au mois de mai 2017. Mais le compte à rebours a commencé. M. Kabila a déjà moins d'une année à la présidence de la République. Nous pouvons nous rencontrer ici au mois de mai 2018. Vous allez me donner raison. Au mois de mai 2018, il y aura un nouveau président de la République démocratique du Congo. Ah, bravo, bravo, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas toujours être pessimiste. Je vous dis qu'au mois de mai 2018, on aura un nouveau président de la République en République démocratique du Congo. Ah, l'alternance sera faite et nous, au mois de mai, dans une année. Je peux peut-être reprendre ce que j'ai dit. Il reste moins de 12 mois à M. Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Moins de 12 mois. Et l'idéal, c'est que ça se fasse en décembre. Mais dans tous les cas de figure, si nous nous rencontrons ici en Afrique du Sud, la semaine prochaine, on ne se verra pas parce que je serai de retour à Kinshasa. L'année prochaine, en mai 2018, il y aura déjà un nouveau président de la République démocratique du Congo qui ne sera pas M. Kabila. Il n'y aura pas eu révision constitutionnelle, il n'y aura pas eu référendum constitutionnel et M. Kabila, j'espère, il aura déjà commencé à goûter à la vie après la présidence dont j'ai toujours parlé. Il y a une vie après la présidence. Il sera déjà en train de jouer de cette vie-là. Il y a une vie après la présidence. J'aime vraiment cette phrase. Vraiment, ça me rend heureux. Vous savez, presque tous les Congolais ne veulent pas voir cet homme au pouvoir parce qu'il a détruit. De la manière qu'il dit qu'il a dirigé, vraiment, c'est vraiment le fiasco. Alors, François Hollande est en train de mener une autre vie et il est là chez lui. Il y a une vie après la présidence. Thabo Mbeki est là et il continue à mener une vie normale. Il y a une vie après la présidence. Oui, M. Kabila, vous devez aussi suivre l'exemple. Professeur... Mais il faut ajouter, j'étais dernièrement aux États-Unis. J'étais il y a 2 semaines aux États-Unis et j'ai pu voir à Washington, d'ici, vous allez voir Barack Obama dans les shops. Vous allez voir Obama dans les magasins avec ses filles, en train de se promener, en train de jouir. Et c'est ça le conseil que j'ai toujours donné au président Kabila. La plupart des gens ont toujours cru que non, mais moi j'aime bien le président Kabila. Sinon je n'allais pas évoquer ça. Il y a une vie vraiment la meilleure qui l'attend. Et je voudrais bien le voir et le saluer après ça. Il y a une vie après la présidence. Et je crois, à mon avis, qu'il a déjà commencé à préparer cette vie après la présidence. Ça, c'est la déclaration du professeur André Mangou. Alors, vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Je crois que pendant plus ou moins 12 mois, le Congo a connu 3 gouvernements. Nous sommes au mois de mai, le 17 mai, je crois, le 16 mai aujourd'hui. Mai de l'année passée, 2016, il y avait... Le 14 mai, oui, sorry. Le 14 mai de l'année passée, il y avait Matata Mponi au pouvoir. Juste après lui, nous avons connu Sami Badibanga. Et après Sami Badibanga, aujourd'hui, c'est Bruno Tshibala. Pourquoi, pendant plus ou moins une année, 3 gouvernements? Et comment vous jugez les gouvernements Sami Badibanga par rapport à celui de Bruno Tshibala? Mais je vais juger quoi sans rival? J'ai déjà dit que le gouvernement d'abord de Sami Badibanga, que je connais bien, mais c'était un gouvernement mis en place en violation de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et Sami Badibanga, c'était aussi une marionnette du pouvoir. Sami Badibanga, l'honorable Sami Badibanga, c'était une fabrication de la majorité présidentielle. Hein? C'était une fabrication de la majorité présidentielle. Et après Sami Badibanga, il y a Bruno Tshibala, que je connais bien. Mais Bruno aussi, il sait qu'il est une fabrication de la majorité présidentielle. Parce qu'il a été choisi par le président de la République. C'est une fabrication de la majorité présidentielle. Et je l'ai dit sur Radio Okapi, sur plusieurs chaînes, je l'ai dit même avant les évêques, que la nomination de M. Bruno Tshibala était en violation et de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la Constitution.
Voilà les deux raisons. J'ai dit d'abord que la nomination de Tchibala, c'était en violation de l'accord. Mais l'accord prévoit que le Premier ministre s'était présenté par le Rassemblement. Il ne l'était pas. Et puis, l'accord prévoit qu'il ne pouvait être mis en œuvre qu'après la signature de l'arrangement particulier. Il devait être nommé Premier ministre après la signature de l'arrangement particulier. Or, sa nomination est intervenue même avant la signature, c'était en violation de l'accord. C'était également en violation de la Constitution de l'article 78. L'article 78 dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais Bruno Tchibala n'est pas député. C'est un peu comme Matata. J'ai toujours dit que Matata c'était aussi inconstitutionnel. Matata, elle était effectivement membre. Il faut faire la distinction entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, comme on le fait d'ailleurs dans un pays comme la France. Mais Matata Pogno, il n'a jamais été élu député national. Il avait perdu les élections, il était candidat à Kindo, au Maniema, il avait perdu. Donc il n'était pas de la majorité parlementaire. Donc la même chose pour Tchibala, il n'est même pas député. Donc sa nomination violée et l'accord de la Saint-Sylvestre et la Constitution de la République. Voilà ce que j'ai dit au sujet de la nomination de M. Tchibala. Évidemment, je peux en dire davantage sur son gouvernement qui vient de sortir. Ah oui, nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche avec le professeur André Mangou. Lui, c'est un constitutionnaliste, il est docteur en droit. Ah oui, nous devons beaucoup apprendre chez lui. Parlons un peu de la condamnation de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vraiment constitutionnel, Moïse Katumbi? Comment vous envisagez cette décrispation politique telle qu'elle est décidée par la Cour? Voilà, nous parlons encore de l'accord global. Lorsque vous lisez l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a un chapitre qui parle de la décrispation politique. Donc les gens comme Mouyambo, les gens comme Moïse Katumbi devaient être libérés. Mais on ne l'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Certains médias, certaines chaînes qui appartiennent notamment à des membres de l'opposition comme Moïse Katumbi ne sont pas encore libérés. Et les évêques ont fait une commission. Les évêques qui sont mandatés, ils sont allés. Ils ont conclu que la condamnation de M. Moïse Katumbi, c'était de la mascarade. Et comment est-ce qu'on pouvait... Le tribunal de paix, sachant qu'il y avait l'affaire, était déjà le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance est plus élevé que le tribunal de paix. Lorsque l'affaire est déjà là, le tribunal de paix a ignoré ça pour condamner M. Katumbi. C'est de la mascarade, c'est une violation de la loi qui s'est faite. Je crois que Moïse Katumbi a droit d'être libéré et de retourner dans le pays. Parce que les évêques l'ont dit, et même sur le plan du droit, c'était de la mascarade. M. Moïse Katumbi doit rentrer dans le pays comme un homme libre, parce que le jugement qui le condamnait, c'était un jugement unique et en violation de la loi. Et il faut même dire davantage. Je suis surpris que lorsqu'on parle des cas des personnes qui ont été injustement condamnées comme Moïse Katumbi, la majorité présidentielle s'en mêle. On se mêle de quoi? C'est un jugement irrégulier. On doit le casser. Donc j'estime que ces gens ont été injustement condamnés dans le cas particulier de M. Moïse Katumbi. Pourquoi on a peur de lui? Qu'on permette à Moïse Katumbi de rentrer, il va faire campagne. Si vous pouvez, quelqu'un de la majorité présidentielle peut le battre, tant mieux. Et j'espère que d'ici là, la majorité présidentielle aura trouvé un dauphin à M. Kabila. J'ai conseillé urgemment, parce que je vous ai dit, le mois de mai, l'année prochaine, il y aura un nouveau président. Ils ont déjà mis une cellule. Je crois que c'est le temps maintenant pour la majorité présidentielle, parce qu'il faut aussi donner des conseils à la MP, en tant que juriste congolais, en tant que citoyen de ces pays. Je dois aussi être au service de la MP. Comment je suis au service de la MP? C'est conseiller à la MP de trouver un dauphin au président Kabila, parce que le président Kabila est partant et il ne faut pas trop l'ennuyer. Il prépare déjà sa vie après la présidence. Il prépare sa vie après la présidence. Trouver un dauphin, on l'a toujours dit, les chambois, la caravane passe, lui, il s'en fout de cela. Il se prend pour un éternel président au Congo, celui qui n'a pas de dauphin. Alors, professeur André Bata, je crois que vous devez nous aider un peu à propos de certaines notions du droit international. Il y a eu des sanctions qui sont tombées sur le général Kanyama, sur tous ces gens, mais nous voyons le professeur Mampouya écrire un livre
qui va un peu à l'encontre de toutes ces sanctions. Bon, voilà, j'ai déjà dit des choses là-dessus, même à Kinshasa dernièrement. Le professeur Mampouya a écrit un livre au service de la majorité présidentielle. Il faut dire que le professeur Mampouya, qui est mon aîné à la faculté et qui m'a donné cours, le prof Mampouya, il était d'abord de la dynamique du Tshisekedi président. Maintenant, avec le vagabondage politique, basé sur la politique du ventre qui a amené à la mort de plusieurs universitaires congolais, le professeur Mampouya est devenu de la majorité présidentielle et comme l'autre professeur, il sert la majorité, il a écrit un livre pour condamner les sanctions ciblées contre le général Kanyama et Tango Fer Numbi, en disant que c'était une violation du droit international. Il y a un débat contradictoire qui était organisé à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Et le pauvre Mampouya, sachant que j'étais le contradicteur, il n'est pas venu. Il a fui. Il a fui. J'ai demandé un débat à la faculté de droit sur place à Kinshasa. Je me suis dit peut-être qu'il a eu quelques empêchements. Je le suis au pays. Je l'ai suivi jusqu'à la faculté de droit. Il a également fui, il n'était pas là. C'est pour dire quoi? Les sanctions ciblées ne violent pas le droit international. Et le droit international n'a rien à voir contre cela. Si on sanctionne Kanyama, si on sanctionne Tango Fort ou Benumbi, ça n'a rien à voir avec le droit international. Ça n'a rien à voir. Et je suis même surpris que le prof Mampouya, qui est pratiquement du même territoire que les Kamouinan Sapou, pendant que dans son territoire au Kasaï central, à Demba justement, les gens ont fui, ils sont dans les forêts. Le pauvre Mampouya n'est même pas en mesure de faire un livre pour défendre ses propres frères, ses frères et ses sœurs, mais il est prêt à faire un livre pour entrer au gouvernement de M. Badibanga. Malheureusement, il n'est pas entré au gouvernement, et dommage, même le gouvernement de M. Tshibala, même Bruno Tshibala, qui est aussi l'un de ses anciens étudiants, a estimé que ça ne valait pas la peine de le prendre dans son gouvernement. Déplorable, Kasaï ne va pas voter, comment vous trouvez ça? Il n'y a pas eu enrôlement au Kasaï. Bon, pourquoi le Kasaï ne doit pas voter? Mais il n'y a pas de RDC sans le Kasaï. Tout comme il n'y a pas de RDC sans l'Équateur. Il n'y a pas de RDC sans le Katanga. Il n'y a pas de RDC sans le Nord, sans le Sud, Kivu, sans le Maniema. Le Kasaï est partie intégrante de la RDC. Le Kasaï doit voter et monsieur le président de la CENI, j'ai déjà dit qu'il faisait partie du triangle du glissement. Mais ce que je dois dire, monsieur Nanga, mais trop, c'est trop. Cessez avec cette histoire-là d'être la branche séculière, le bras droit de la majorité présidentielle. Allez enrôler les Kassaïens. Ce n'est pas tout le Kasaï. On a enrôlé à l'est du pays lorsqu'il y avait des conflits. Il y a toujours des conflits là-bas. Ça n'a pas empêché l'enrôlement à l'est du pays. Il faut qu'on enrôle les Kassaïens. Il faut que l'enrôlement se fasse. Il ne faut pas commencer. Vous voyez même là-bas, on va à l'est, il gonfle le nombre d'électeurs. Pour que le moment venu, il soit en mesure de tricher. Et ici, pendant qu'on gonfle le nombre d'électeurs à l'est du pays, il voudrait réduire le nombre d'électeurs à l'est du pays. Dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, dans le deux Kasaï, on voudrait amoindrir le nombre d'électeurs pour le moment venu, on puisse tricher et en faisant voter même les morts ou des gens qui sont morts pendant des années. Non, je crois que c'est une masse, c'est de la blague. C'est de la blague qu'on ne doit pas laisser. Le Kasaï doit être enrôlé, c'est même inconstitutionnel parce que vous parlez au constitutionnaliste. Il serait anormal et toutes des institutions de M. Danga dans ce sens devaient même être attaquées devant les juridictions compétentes. Existe-t-il vraiment la justice dans notre pays? Ça fait très mal. Nous avons vu ici en Afrique du Sud Zuma qui devait vraiment se défendre à propos de la grande villa ou un château qu'il s'est construisé. Alors parlons de cette histoire des passeports. On en a fait vraiment beaucoup de bruit, mais j'ai comme l'impression M. Kabila fait sourd d'oreille. Le passeport le plus cher du monde, le passeport congolais. Et le pays ne bénéficie que de la miette et la grande partie d'argent, ça va où? Mais l'affaire a été révélée par Reuters. Le passeport congolais est le passeport le plus cher au monde. J'ai appris qu'en Afrique du Sud, vous l'achetez à plus de 300 $. Alors qu'officiellement, il doit être à 185 $. D'abord, sur les 185 $, il n'y a qu'une soixantaine de dollars qui entrent dans la caisse de l'État. Les 120 vont dans les commissions et avec des personnes dont on dit qu'elles sont proches de la famille, ils sont de la famille présidentielle.
Ça, on doit enquêter. Et c'est là que le procureur général de la République, qui est toujours prêt à envoyer des mandats d'amener, des mandats d'arrêt, c'est là que la justice, qui est toujours prête à condamner, c'est une affaire dont la justice devait se saisir. L'argent ne va pas dans la caisse de l'État, c'est le passeport le plus cher. Et en Afrique du Sud, vous dites $300. Ça signifie quoi? L'ambassadeur du Congo en RDC et en Afrique du Sud, en dehors de 185, il va aussi ajouter $120. Mais c'est de l'escroquerie. De la haute escroquerie, professeur. Toutes les ambassades, c'est comme ça, on laisse passer. Non. Ça, c'est une affaire inadmissible. Mais malheureusement, il y a plusieurs cas de corruption comme cela. Il y a l'affaire des passeports. Il y a aussi cette affaire de lobbying. On dit à la télévision, on est contre l'ingérence extérieure. Non, nous sommes indépendants. Mais on est prêt à donner 5 millions de dollars à une société, à des personnes qui vont faire le lobbying pour donner une bonne physionomie, une belle image du gouvernement congolais aux États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, on puisse dans la caisse du Trésor, 5 millions, on va donner à quelques Américains, à quelques Juifs pour qu'ils fassent le lobbying, et puis on viendra vous dire qu'il n'y a pas l'argent pour les élections. Mais c'est anormal. On doit vraiment finir avec ce régime de la corruption, ce régime qui corrompt et les opposants, et les non-opposants, et les journalistes, et les universitaires, et la diaspora, et les hommes d'église, ce régime qui corrompt même leur sainteté, ce régime qui corrompt les musiciens, les intellectuels. On doit en finir avec ce régime de la corruption et vraiment mettre en place un véritable état de droit dans notre pays, l'état de droit pour lequel s'était battu le président Etienne Tshisekedi et bien d'autres. Ah oui, ah oui, ah oui, dans chaque chose il y a un début et une fin. Je crois que la fin du mandat de M. Kabila a déjà commencé et puis nous devons voir maintenant l'après-Kabila. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission, mais on ne pourra pas vraiment clôturer ou lever l'encre sans dire un mot à propos de la diaspora. Quand on parle de la diaspora, je vois la communauté des combattants et puis les résistants et tous les Congolais qui sont à l'étranger, leur vision des choses, leur façon de voir les choses et puis leurs actions et réactions, bonnes ou mauvaises. Comment vous trouvez ça? Bon, je dois dire que je ne suis pas très content de la diaspora, même si je suis aussi la diaspora. Les Congolais ne sont pas vraiment engagés à la cause de leur peuple. Il y a diaspora et diaspora. J'ai vu ce que se peut faire la diaspora en Gambie, contre Yahya Jammeh. J'ai vu ce que pouvait faire la diaspora nigériane. Mais la diaspora, la plupart, il y a effectivement des gens, des vrais combattants. Mais il y a des gens qui ne font rien. Ils ne parlent du Congo que quand il y a des matangas, il y a des deuils, ou il y a des fêtes. Ils critiquent même ceux qui sont au pays. Combien de gens dans la diaspora sont vraiment engagés et aller au pays dire voilà, nous voulons que ça change? Non. Mais il y a la diaspora des salons. Non. Il nous faut vraiment, de la même façon que nous disons, il faut le renouvellement de la classe politique. Parce que nous n'avons pas parlé du gouvernement Bruno Tshibala. Un gouvernement qui vole même l'accord, son propre arrangement particulier. 58 membres alors qu'on a dit 54 membres. Et dans ce gouvernement-là, il n'y a aucun ministère de souveraineté qui est donné à Tshibala. Donc on doit aussi, au niveau de la diaspora, il faut renouveler la mentalité. Comment servir le Congo? Il ne faut pas seulement passer le temps à aller attaquer les gens, à aller insulter, mais il faut prendre le courage de faire des choses. Donc il faut que ça change. Les Congolais ne sont même pas unis. Et je crois que nous devons également nous remettre en cause comme Congolais, non seulement au niveau de la nation, mais aussi au niveau de la diaspora. Au niveau de la nation, je vois quoi? Quand ça ne marche pas, on va ameuter la jeunesse. Vous avez vu le gouvernement de Tshibala? Ils viennent, des étudiants, de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes filles, pour lire des déclarations. Nous, ressortissants de tel, nous soutenons tel parce qu'il a nommé tel. Mais c'est quelle jeunesse? Nous avons aussi une jeunesse aussi corrompue que leurs aînés. Nous avons également une diaspora aussi corrompue. Voilà donc, il faut tous nous remettre en cause. Et moi aussi, je dois me remettre en cause tous les jours. Il faut donc, lorsque nous disons que nous voulons changer le Congo, ce n'est pas seulement M. Kabila.
ce n'est pas seulement l'affaire de M. Kabila, c'est la classe politique. C'est nous tous ensemble qui devons également nous remettre en cause pour que demain, nous puissions créer au centre de l'Afrique, un pays puissant et prospère. Il faut absolument que les Congolais se mettent debout, comme le dit l'hymne national. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que cet hymne national est beaucoup contesté par la majorité des Congolais parce que la zaïroise était quand même compréhensive, mais cet hymne national se conjugue toujours au futur. Nous bâtirons un pays, nous bâtirons. Vous voyez toujours les futurs. Voilà pourquoi on attend ces futurs qui ne viennent toujours pas. Nous avons besoin aussi du présent voir ce Congo vraiment changer. S'il faut faire un parallélisme dans l'histoire politique, nous avons vu ce matin comment François Hollande a laissé sa chaise à Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut se faire au Congo aujourd'hui ou demain? Ça, c'est le rôle des constitutionnalistes comme vous, professeur André Mangou, de pouvoir aider vraiment la population à comprendre et à connaître leurs droits et devoirs. C'est mieux. Justement à propos des élections en France. Bon, voilà, ça peut se faire et ça doit se faire. D'abord, l'hymne national, je voudrais un peu vous contredire. Il ne dit pas nous bâtirons. C'est debout congolais, c'est le présent. Debout, c'est un impératif. Les philosophes vont vous dire c'est un impératif catégorique. On a dit debout congolais, vous restez assis en train de dormir, pendant qu'on l'appelle et dit debout congolais. C'est maintenant le temps de debout congolais. Mais vous savez quoi? J'aurais voulu, si j'avais à faire un mouvement, je ferais un peu comme Macron. Mon mouvement s'appellerait Congolais debout. Et dedans, parce que nous parlons de la France, ça doit se faire. C'est un bel exemple. On ne doit pas toujours avoir les mêmes au Congo. Quand on change le gouvernement, ce sont toujours les mêmes visages. Non, on est fatigué. Nous ne sommes pas, les Congolais ne sont pas nés pour vous. Les 100 millions de Congolais, ils ne sont pas là pour vous. Regardez, vous, toujours en train de revenir au gouvernement, non, messieurs. Vous n'êtes pas plus compétent que d'autres, vous n'êtes peut-être pas compétent. Il faut une alternance, comme ça vient de faire en France. Et l'exemple de Macron doit essayer de nous inspirer. Et ça doit ici, et j'espère que le président Kabila est en train de suivre les images, ou les a suivies. C'est clair, il y a une vie après la présidence. Vous allez voir, vous avez vu comment Hollande est en train de s'échanger les mains. Il n'y a pas de balles, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de violence. Hollande va se reposer. Et donc, ce dont je suis sûr, c'est qu'au mois de décembre, le président Kabila va nous donner le même exemple. En ayant appris la leçon, ça ne sert à rien de s'accrocher au pouvoir. Il y a une vie après la présidence, monsieur le président, et je suis content que vous ayez également tiré la même leçon des images de l'inauguration de Macron que vous avez suivi tout à l'heure. Vraiment, merci professeur, qui peut retenir tous les téléspectateurs à propos de l'émission d'aujourd'hui. Juste un mot de la fin, si vous en avez un message. Bon, je dois dire que vous faites un travail exceptionnellement important et les téléspectateurs doivent continuer à suivre. Mais le plus important, c'est qu'ils suivent le message que vous donnez, le message du changement. Il nous faut le changement. Nous devons changer le Congo, mais avant de changer le Congo, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Nous devons aimer le Congo plus que nous-mêmes. Et nous devons donc absolument arriver à une alternance démocratique dans notre pays. Donc, je crois que les Congolais, nous ne devons pas être un peuple qui pleure tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui pleurniche tout le temps. Il y a un message d'espoir, que malgré tout ce qui est en train de se faire au Congo, on ne doit pas perdre l'espoir. L'alternance est en route. Et je vous ai dit l'année prochaine, vous aurez un nouveau président de la République. Et l'année prochaine, c'est trop loin. Au mois de décembre, on aura un nouveau président de la République. Et la preuve, c'est quoi? Même les co-représentants du président Kabila, ils ont signé le document, même leur propre agrément, accord particulier. Il n'y aura pas de troisième mandat, ils l'ont signé. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle, ils l'ont signé. Il n'y aura pas de référendum, ils l'ont signé. Les élections doivent se passer au plus tard au mois de décembre. Donc elles peuvent même se faire au mois d'octobre. Mais dans tous les cas, je peux vous reconfirmer ce que je disais en 2013, lorsque je réagissais au livre de mon distingué collègue, le prof Bochab. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Il n'y aura pas de référendum constitutionnel. Il n'y aura pas de troisième mandat. Et le Congo est en marche aussi, comme la France.
Vraiment, espérons que ça soit ainsi parce que l'homme qui est à la tête du Congo ne respecte pas les accords, il n'a pas le respect du texte, n'a pas aussi pour la Constitution. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je pense directement à Maman Esther, merci à Elenao, merci à Marcel Ngoyi, Madoka Lusokome, merci vraiment à vous tous. Je crois bien que vous avez à suivre le professeur André Mangou. Ce n'est pas la dernière fois. On a besoin de ce genre de personnes pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, Mobutu, pendant plus ou moins 32 ans, il nous avait amené dans une politique où tout le monde était indifférent de s'intéresser des news du pays. Tout le monde était indifférent de la politique du Congo. Il ne s'intéressait qu'à la musique et à d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'on a intérêt à pouvoir s'intéresser de la politique parce que les choses vont très, très, très mal au Congo. Qui dit qu'il ne s'intéresse pas de la politique? Ah oui, et il crée sa propre tombe car c'est sa façon de faire la politique. Lèvons-nous nous tous, lèvons-nous comme l'a dit le professeur dans l'hymne national, debout Congolais. Tout Congolais a intérêt à se battre pour libérer son pays, pour avoir un état de droit dans notre Congo. Tout Congolais, oui, la Bible dit, qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un péché. Oui, c'est le bien. Tout le monde vraiment a besoin d'avoir droit au chapitre, d'avoir droit au soleil. Tout le monde a vraiment besoin de vivre vraiment comme un petit blanc le fait en Europe. Pas trop de commentaires. Encore une fois, merci. À la prochaine. Merci beaucoup.